6 combattants affiliés à la coalition Twirwaneho M23 RDF se sont rendus ce mercredi 8 avril aux Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dans les hauts plateaux de Fizi, aux alentours de Minembwe, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces nouvelles redditions interviennent dans un contexte où plusieurs cas similaires sont signalés depuis quelques semaines dans la région. Selon des sources locales, certains combattants évoquent des enrôlements forcés et expriment leur désaccord avec les objectifs du mouvement, qu'ils accusent de les avoir contraints à combattre leur propre pays. La veille, mardi 7 avril, 3 autres éléments de cette coalition armée s'étaient également rendus au FARDC. 13 autres se sont rendus le dimanche dernier. D'après leurs témoignages, ils auraient décidé de fuir des conditions de vie difficiles ainsi que des exactions de la coalition rebelle opérant dans la zone. Ces derniers affirment notamment se désolidariser des violences perpétrées contre des civils, en particulier dans les localités de Minembwe et ses environs. Le commandement de la 34e région militaire du Nord Kivu a confirmé, ce mercredi 8 avril, la reddition volontaire de 263 éléments issus des rangs de l'AFC M23 entre février et mars 2026. Parmi eux figurent 4 officiers, marquant un tournant significatif dans les opérations en cours dans l'est de la RDC. C'est un signal envoyé aux groupes armés qui écument l'est de la République démocratique du Congo. Selon les autorités militaires, ces anciens combattants ont quitté les rangs de la rébellion pour se livrer d'eux-mêmes aux positions des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, un mouvement de reddition transprovincial. Les redditions ne se limitent pas à une seule zone de combat. Le major Dieudonné Kazereka, chargé de communication de la 34e région militaire, précise que ces combattants ont été enregistrés dans plusieurs territoires du Nord Kivu, notamment à Lubero, Rutshuru et Masisi. Le mouvement s'est également étendu à la province voisine du Sud Kivu, avec des redditions signalées dans le territoire de Kalehe. Ces combattants se sont rendus à nos différentes unités. Pour le moment, ils sont en sécurité dans un endroit protégé sous le contrôle de l'armée, a rassuré le porte-parole militaire. Le discours de haine dont ils ont parlé, c'est finalement quelque chose qui nous étonne, car le Rwanda s'est permis d'envahir le territoire de tout un pays, mais craint un discours de haine alors qu'il conduit un génocide sur le territoire de la République démocratique du Congo. L'exploitation des ressources naturelles. Il nous a pris 30 ans pour convaincre ce Conseil que les minerais exportés par le Rwanda sont exploités sur le territoire congolais. Dieu merci que la vérité a fini par triompher. Aujourd'hui, je crois que ce Conseil a compris. Et nous croyons aussi que la communauté internationale a compris. Monsieur le Président, je ne vais pas abuser de votre temps. Ituri. La MONUSCO justifie son déploiement à Mambasa par la protection des civils après une attaque des ADF. Une controverse entoure le déploiement récent de la MONUSCO dans le territoire de Mambasa, en province de l'Ituri, dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, marqué par des attaques répétées des ADF. Selon des sources locales, des éléments de la mission onusienne auraient initialement été empêchés d'accéder à Mambasa après une attaque attribuée au ADF. Face à cette situation, les casques bleus ont dû engager des discussions avec les communautés locales afin de garantir leur sécurité et faciliter leur présence dans la zone. Lutte contre la criminalité. Le VPM Chabani insiste sur le contrôle des cartes SIM. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières,
Chabani Lukoo, a présidé ce mardi 7 avril une réunion stratégique avec le président de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, ARPTC, les opérateurs des 4 réseaux de télécommunications et les services de sécurité. Les discussions ont porté sur l'encadrement de l'achat, de la vente et de l'utilisation des cartes SIM en RDC dans un contexte marqué par une recrudescence de la criminalité liée à l'usage frauduleux de ces cartes et à l'usurpation d'identité. Le VPM Chabani a annoncé que des mesures seront rapidement mises en place pour créer une base de données fiable des abonnés des 4 réseaux, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et dans le cadre du fichier général d'identification de la population. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des récentes réunions sécuritaires visant à identifier les causes profondes de la criminalité dans plusieurs villes du pays. Cette criminalité porte sur les SIM utilisés par les criminels pour lesquels il y a des usurpations d'identité. Et face à ces usurpations d'identité, nous sommes réunis pour mettre en place des mesures qui devraient réduire significativement tous ces phénomènes malveillants qu'il y a à travers la ville. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a tenu à ce que toutes les entités sécuritaires qui concernent cette matière puissent se mettre ensemble pour réfléchir sur des solutions qui devront très vite être implémentées pour réduire significativement tout ce vandalisme. Très prochainement, peut-être même cette semaine ici ou la semaine prochaine, une commission va se réunir pour traiter de ces mesures que nous devrions prendre. Entre-temps, la RPTC est déjà en discussion avec les opérateurs télécoms sur des mesures qu'il y avait à prendre, où nous avons déjà activé les équipements qui nous permettent d'identifier les abonnés, de constituer une base unique de tous les abonnés sur les 4 réseaux, et cela va significativement servir à améliorer la réglementation, la connaissance des identités des abonnés. Il y a 63 millions de SIM, donc ça va concourir de manière significative à l'encadrement de ces différents dérapages visant à les réduire significativement. Le changement climatique nous impose désormais de penser des infrastructures résilientes, capables de supporter des épisodes météorologiques plus extrêmes, des régimes hydrologiques plus instables et une pression accrue sur les sols et les ouvrages. La Banque mondiale appuie d'ailleurs désormais en République démocratique du Congo l'élaboration d'approches multimodales résilientes au climat et de programmes prioritaires d'investissement associés. De la même manière, nous devons mieux valoriser les matériaux locaux, promouvoir la recherche appliquée, encourager les innovations techniques adaptées à nos réalités environnementales et intégrer pleinement les outils numériques dans la conception, le suivi, la maintenance et la gestion de nos infrastructures. Cela suppose en parallèle une évolution résolue vers des normes de construction plus rigoureuses, plus durables et mieux adaptées à notre contexte national. Ma vision est de faire de la République démocratique du Congo à l'horizon 2034 un pays pleinement intégré, moderne et compétitif sur la scène continentale. Notre ambition est de transformer notre position géographique exceptionnelle en avantage stratégique décisif. Situé au cœur du continent, notre pays a vocation à devenir un grand corridor de transit entre l'océan Indien et l'océan Atlantique, mais aussi entre l'Afrique du Nord et l'Afrique australe. Cette centralité doit cesser d'être une donnée géographique passive, elle doit devenir un levier actif de richesse, d'intégration et de puissance économique. C'est dans cette perspective que nous visons la mise en place d'un système de transport intégré, fluide et performant, dans lequel les échanges pourront se déployer sans entrave de Banana à Goma,
de Banana à Sakania et au-delà vers les grands espaces économiques régionaux. Cette ambition implique notamment le développement du chemin de fer à écartement standard, la montée en puissance du port en eau profonde de Banana, ainsi que l'interconnexion progressive de nos infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et portuaires, afin de capter une part croissante des flux de marchandises et de personnes générés par la zone de libre-échange continentale africaine. Nous projetons également de développer un réseau ferroviaire moderne, à écartement standard, capable de relier nos ports fluviaux et maritimes au réseau de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. Dans cette vision, le port en eau profonde de Banana, tout comme le pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, ne doivent plus être perçus comme de simples projets, mais bien comme les piliers structurants d'une économie de transit dynamique, compétitive et créatrice de valeur pour notre pays. Mesdames et messieurs les panélistes, chers participants, cette conférence ne doit pas être un exercice de plus. Elle ne doit pas être un forum d'intention. Elle doit être un moment de clarification, de méthode et de décision. J'attends de vos travaux qu'ils débouchent sur des recommandations directement opérationnelles, ainsi que sur une feuille de route claire pour la mise en œuvre de la politique nationale des infrastructures et des travaux publics. J'attends à cet effet des propositions concrètes permettant d'identifier avec précision ce qui doit être engagé à court terme, structuré à moyen terme et porté avec ambition à long terme. Pour réussir ce pari, l'implication de toutes les parties prenantes est indispensable. J'en appelle au secteur privé, national comme international, pour qu'il s'engage davantage dans le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation des infrastructures structurantes dans le cadre de partenariats publics-privés équilibrés, transparents et mutuellement bénéfiques. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.